Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis chez EMAC, donc une entreprise qui fabrique des châssis en Belgique, aussi bien des châssis en bois que PVC. Et Monsieur Moïmon nous accueille gentiment pour faire la visite donc de son entreprise avec donc 5 personnes de la communauté. Donc présentez votre entreprise et puis voilà, qu'est-ce que vous faites, depuis combien de temps est-ce que vous existez, est-ce que vous avez des salariés, un petit peu d'historique, voilà, ça nous intéresse. Ok, EMAC Belgium existe depuis 1990. Donc à 35 ans maintenant. On est, comme vous l'avez dit, producteur de fenêtres en bois et en PVC. Et on travaille uniquement pour le client B2B, donc pour le client professionnel de la menuiserie. Donc on n'a pas de poseur, on n'a pas de contact direct avec le client privé particulier. Et on travaille donc pour toute la Belgique. Il faut juste un numéro de TVA pour pouvoir commander chez vous. Un numéro de TVA. Et puis envoyer une demande de prix et voilà. Ok. Combien de salariés est-ce que vous avez? Donc on est ici sur le site donc de Jubin Charleroi et nous employons 50 personnes. Environ 8 employés et 42 ouvriers. Voilà. Ok. 42 ouvriers répartis dans les deux secteurs, 12 personnes au PVC et le reste dans la production bois. Ok, parfait. On va visiter l'usine? On va visiter avec plaisir. Allez, c'est parti. Donc au niveau du bois, on travaille avec les profils 68, 88 et 108 mm d'épaisseur. On a différentes finitions, linéage à 10, rétro, moderne mastic comme celui-ci. Vous allez voir dans la production, c'est relativement industrialisé, c'est même très industrialisé, mais ça reste quand même quelque chose de très flexible. Vous allez voir en production, il y a pour le moment une fenêtre qui est occupée d'être montée. Ça fait une semaine que l'ouvrier est occupé dessus, tellement il y a du travail vraiment manuel. Donc, ok, c'est de l'industriel, mais ça reste quand même du très particulier. Donc, on refait des châssis à l'identique, souvent, notamment pour Bruxelles, beaucoup de portes à l'identique. Donc, les gens nous envoient des photos, des plans, et on refait à l'identique. Et pour le PVC, on travaille avec deux profils, le profil Schuko et le profil de Koenig. Passe devant. Donc ici, c'est un premier stock de bois. Principalement, exceptionnellement, on a du bois de châssis, mais c'est exceptionnel. Sinon, c'est plutôt des sections de bois, du 25 mm, du 32 mm, du 42 mm, pour tout ce qui est accessoire au châssis, en fait. Okay. Le chêne, il y a du chêne belge ou pas? Alors, il y a du chêne belge, mais c'est principalement du chêne français et du chêne des pays de l'Est. Parce que pourquoi les chênes belges sont très petits? Et donc les chênes belges sont plus utilisés pour l'ameublement. Okay. Et alors il n'y a pas de société qui fait du carrelet de fenêtres. Il y a des sociétés qui en font, mais qui font pour leur propre production, donc pas pour revendre à d'autres menuisiers. Quelles sont les essences les plus régulièrement utilisées donc, dans votre entreprise? Est-ce que vous faites attention au taux d'humidité des bois, c'est-à-dire pour pouvoir conserver ces dimensions au niveau des dilatations, la météo, etc. Ou est-ce que vous ne faites pas spécialement attention au stockage de vos bois? Donc ici, on est dans le regard de stockage. Est-ce que vous avez donc justement des précautions particulières par rapport on ne sèche pas nos bois nous-mêmes, puisque ça, ce sont les fournisseurs, les exploitants. En général, le Meranti, par exemple, qui arrive à Vevey, il est séché en général sur le lieu de coupe. Enfin, pas sur le lieu même, mais en tout cas dans le pays. En général, il est séché là-bas et il arrive comme ça. Tout ce qui est laminé collé et compagnie, pareil. Alors nous, toujours dans le cadre de notre ATG, on a tout un contrôle du bois qui est mis en place. Donc moi, quand je commande du bois, il y a un bon de commande qui a été mis. Un bon de commande qui reprend les sections que j'ai besoin, les quantités, etc. Sur base de ce bon de commande et de la note d'envoi du fournisseur, l'opérateur ici contrôle le bois. Donc il enlève un échantillon de chaque paquet de bois. Donc pas par livraison, mais par paquet de bois. Cet échantillon, on mesure chaque paquet de bois à le taux d'humidité, qui doit être entre 12 et 18%. Idéalement 15, mais entre 12 et 18. On mesure on pèse la masse volumique du bois, donc on pèse l'échantillon. Sur base du poids de l'échantillon, on en tire une masse volumique. Et tout ça est encodé dans un logiciel. Donc pour chaque paquet de bois, on sait dire, voilà, tel paquet avait une masse volumique de telle moyenne, avait une humidité de tel pourcent, etc. Ouais, donc il y a un contrôle qualité à la réception, quoi. À la réception de chaque paquet de bois. Okay. Est-ce que vous avez... Donc en fait, on stocke tous nos copeaux, nos déchets de bois, et on chauffe tous nos bâtiments avec nos déchets de bois.
évidemment en hiver. Donc là, on stocke pour l'hiver. Et puis alors en hiver, on va chauffer. Et vous êtes autonome Oui. Oui, on n'a pas d'apport de gaz, on n'a pas d'apport de mazout. Alors on a 800 panneaux photovoltaïques qui couvrent environ 27% de notre consommation. Donc ici c'est un deuxième stock. Là c'est uniquement du profil donc pour faire des fenêtres. Vous savez, il y a les normes FSC, etc. Est-ce que vous commandez des bois avec une certaine norme Alors, on est toujours labellisé PEFC. Voilà, PEFC. PEFC. On est toujours labellisé PEFC. On n'est plus labellisé FSC depuis ce début d'année. Pourquoi? Parce que la certification FSC concerne plus les bois comme l'Afzelia, la Fromosia, le Padouk, qui sont des bois qui viennent de passer sous loi CITES. Et donc, enfin sur réglementation CITES, pardon. Et donc c'est une réglementation en fait qui est garant de la coupe légale des bois et donc de la protection aussi de ces essences. Donc ça devient des essences protégées en fait. Et donc ça devient très difficile d'avoir ces bois-là. Donc on en fait de moins en moins. On a acheté 1% de bois labellisé FSC l'année passée sur toute l'année, donc ce qui est vraiment pas grand chose. Et alors aussi les bois, avec toutes ces réglementations, les problèmes d'approvisionnement, les prix de ces bois-là ont doublé, voire triplé. Quelle quantité de bois consommez-vous par an en termes de cubage et est-ce que tout votre stock est situé ici dans l'entreprise? Non, donc on consomme grosso modo 800 mètres cubes par an, plus ou moins, et on travaille avec des 3 à 4 fournisseurs importateurs belges. Et on travaille avec un système de réservation. Donc nos fournisseurs viennent en nous proposant des arrivages de bois, 40, 100 mètres cubes, ça dépend. On négocie un prix et une fois que le prix est fixé, eux rentrent le bois et le bois nous est réservé. Et donc au fur et à mesure de mes besoins, je commande sur ma réservation. C'est ça donc. Donc toutes les machines sont en réseau. L'opérateur ici, il reçoit les lots de production à débiter. Ça c'est via le WinPro, oui, tout à fait. Mais via le WinPro que c'est envoyé. C'est pas directement le logiciel WinPro, mais c'est via le WinPro que c'est envoyé. Il est coupé à longueur. Il y a une étiquette qui sort qui identifie en fait la pièce de bois. Après ça vient ici au rabotage 4 faces. Donc là il y a le PC de la machine, mais il y a aussi un autre PC. Sur ce PC là il y a plusieurs choses. Il y a le programme d'Airport. Donc là à ce moment là, au moment où l'opérateur commence à raboter, il identifie la commande qui rentre dans la machine. Ils ont les plans de toutes les moulures qu'on fait avec un code barre. Et quand il doit faire des moulures, il scanne le code barre de la pièce. La machine lui dit quel outil il doit mettre, à quelle position, il ferme et la machine se règle. Et puis il passe cette pièce. Donc tout ça c'est récupéré. Donc là plutôt que ça parte en copeaux, en fait ces pièces sont récupérées quoi. Et c'est récupéré au moment du rabotage. Pour faire des parcloses et des châssis. Donc ici on est sur l'arrière de la machine. Et là il y a un magasin de 400 outils. 400 outils. On fait maintenant disponible. Ouais, à l'heure d'aujourd'hui, il y a plus ou moins 200 places qui sont prises. Donc on a encore possibilité de remettre 200 outils. On a fait ça pourquoi? Justement pour que la machine puisse évoluer. Si un jour un client nous demande un profil vraiment spécial à lui, ben, il paye les outils, on met les outils, on fait le paramétrage et on lui fabrique son châssis. Aujourd'hui, sur cette machine-ci, on fait les châssis en 68, en 88, en 108, on fait les fenêtres, on fait les portes, on fait les coulissants, on fait les guillotines et les réversibles, on fait tout. Avant, sur notre ancienne ligne, on ne faisait pas le 88, on ne faisait pas le 108, on ne faisait pas les coulissants, on ne faisait pas les guillotines, on ne faisait pas les réversibles.
Ici, vraiment, tout est fait sur la machine. Et donc, à l'arrière, c'est le magasin général. Mais après, à chaque arbre, il y a un plateau. Il y a un plateau pour le magasin que la machine a besoin pour faire le profil qu'elle est occupée d'usiner. Et donc, elle change ses outils elle-même. Elle vient chercher les outils qu'elle a besoin. Donc, une fois que c'est raboté, ni en épaisseur, ni en largeur, c'est positionné dans la charrette. Alors, la charrette, en fait, la machine plutôt, elle ne lit pas le code barre. Il ne sert à rien le code barre. Il servira éventuellement plus tard, mais à l'heure d'aujourd'hui, il ne sert à rien. Il identifie quand même la pièce, mais nous, on ne l'utilise pas. L'étiquette, en fait, elle identifie dans quelle rangée, à quelle ligne la pièce va être mise et à quelle position. Et la machine, quand elle prend les bois, donc on met les charrettes dans la machine, elle prend étage par étage et les bois sont envoyés au fur et à mesure dans la machine. Elle a l'ordre des pièces dans son système. Et au moment où la pièce se présente là-bas, la machine mesure la longueur, l'épaisseur, la largeur. Et il identifie si c'est la bonne pièce. Ah si. Justement, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit l'étiquette. L'étiquette, il identifie la ligne et la position. Donc l'opérateur, il est obligé de respecter la ligne et la position. Quand on paramètre une machine ainsi et qu'on commande des outils pour pouvoir fabriquer, il y a deux méthodes. Soit on travaille un outil par profil, ou alors on travaille en système de splitting. Ça veut dire qu'un outil peut faire plusieurs profils, ou pour faire un profil, il faut plusieurs outils. Alors, au niveau rentabilité et efficacité, le plus efficace, c'est un outil par profil. Et donc, dans notre profil 68, on a un outil par profil. Par contre, pour nos profils 88 et 108, comme on en fait moins, on travaille en splitting. Donc, pour un profil, on peut avoir plusieurs passages d'outils. Mais passage d'outils veut dire changement d'outils. Donc, la rentabilité, elle diminue. Donc, la productivité aussi diminue. Un profil 68, on fait plus ou moins, grosso modo, une pièce minute. En 88, on passe à 1 minute et demie. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de changements d'outils. Ouais, donc ici, c'est du 88. Donc à certains moments, il y a certaines opérations, vous pouvez voir la machine qui fait des allers-retours parce qu'elle change d'outil. Et quand on fait la maintenance de la demi-journée, s'il y a des couteaux à changer, le chef d'atelier ou l'opérateur enlève les outils, on le nettoie et on change des couteaux. Et il fait calibrage. Les filets au moment de l'usinage sont sciés et il y a les coupes d'onglets. Et en fait, voilà, l'opérateur doit juste casser la latte ainsi. Alors on nettoie évidemment ça, mais on récupère la latte à vitrage. Alors, celles qui sont là-bas, ça c'est le surplus de ce qui est fait à la 4 faces. Avant ce poteau, on le rabotait 4 faces et après, face par face, on allait à la toupie. Pour faire ça, En une fois. ça avant, ça prenait une demi-journée. Ça aujourd'hui sur la machine que j'ai montré là-bas, en une fois.
Et donc, ce que je voulais expliquer ici, c'est les cadres. Les cadres, quand ils sortent, ben, ils vont dans toute cette zone-ci, où là, on va faire un premier ponçage, et alors on va mettre toutes les pièces complémentaires. Et là, il est occupé de faire une fenêtre vraiment spéciale. Là, on a eu la photo, et il est occupé de faire voilà. C'est que vous disiez que les travails de toute une semaine. Là. Et ça sèche la nuit. Ouais. Mais voilà, lui, il est en apprentissage de... Alors, au PVC, on travaille avec ce qu'on appelle des gamistes. Donc, les gamistes, ce sont les gens qui mettent au point les profils PVC. Donc, chez nous, on travaille avec deux gamistes, Schuko et De Koning. Et donc, Schuko et De Koning développent de nouveaux produits en fonction des réglementations, en fonction des demandes des clients et compagnie. Et voilà. Maintenant, ça ne change pas tous les 2 ans comme les voitures. Hein. Il n'y a pas des reliftings qui sont faits tous les 2 ans. Hein. Qu'est-ce qui est le plus commandé, on va dire, au niveau des profilés PVC en termes de chambres? Donc 3, 4, 5, 6 chambres. Maintenant, on est dans des 6 chambres, 5 chambres, 6 chambres. Mais comment? Nous, notre particularité, donc on fait du profil de 70 mm d'épaisseur jusqu'au 82 mm d'épaisseur. Donc, en Schuko, ils ont 70 et 82. En De Koning, c'est 76. Nous, nos clients, poseurs, principalement, c'est de la rénovation. Oui. Et dans la rénovation, le 82 n'a pas beaucoup de sens. Et donc, nos clients nous ont dit, on préfère avoir un meilleur prix en 70 mm que d'avoir du 82 qui, en plus, est plus lourd. Et donc, on a refait du 70 mm. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, la majorité de ce que nous fabriquons, c'est toujours du 70 mm parce que c'est ce que nos clients demandent. Le gamiste comme Schuko ou De Koning fait un ATG pour son profil. Dans son ATG est détaillé toutes les particularités de fabrication. Et nous, en tant que fabricants, on est tenus de respecter les indications de l'ATG pour la fabrication. Alors, soit on fait contrôler, soit on ne fait pas contrôler. Nous, on est contrôlé, on a le label menuiserie durable. Avant, c'était un label de processus pour le marquage CE. Maintenant, le label de processus est passé dans menuiserie durable. Et dans le cadre de menuiserie durable, on a aussi un contrôle de production qui vient vérifier si ce qu'on fabrique est conforme à l'ATG du gamiste. Et les valeurs et les performances qu'on déclare sont reprises de l'ATG du gamiste. Certains ne remettent pas ces renforts au niveau du soudage, c'est ça? Est-ce que ça, justement, ces renforts-là font partie du cahier de charge du gamiste, ou ça, c'est vous, de votre propre initiative, qui décidez de mettre ça? Ça, c'est nous. On met ça pour les portes-fenêtres et pour les portes. C'est ça, ok. La première machine qui est ici, en fait, c'est le débitage. Donc, ils mettent les longueurs de profil. Et la machine, là, va couper à onglet, à longueur, et va aussi faire certains usinages. Donc la machine, elle a 2 fonctions, débitage et usinage. Et elle travaille en combinaison avec un 2e centre d'usinage là-bas. Donc on va passer derrière. Les barres sortent, coupées, mises à longueur, onglet. Elles cheminent sur le tapis qui est là. Et l'opérateur prend les renforts qu'il a besoin en fonction du profil, en fonction de la dimension. Comme j'ai dit, c'est coupé. Et il vient mettre
les renforts dans les profils PVC. Donc, les renforts sont jamais adaptés au millimètre près. Non, non, il y a une tolérance. Il y a une tolérance, c'est logique. Il y a une tolérance. Donc, tout est renforcé. En dessous d'un mètre, c'est pas obligatoire, mais vous en mettez dans chaque. Alors, est-ce qu'il y a aussi une différence d'épaisseur entre ces renforts? Ouais. Et quelle épaisseur est-ce que vous utilisez? Mais en fait, il y a des 1,5, il y a des 2 mm, et il y a même plus. Et c'est de nouveau, comme je l'explique, comme on parlait tout à l'heure, de la TG. La TG dit, voilà, dans tel profil, c'est tel renfort de telle épaisseur. Et là encore, il y en a qui jouent là-dessus, sur l'épaisseur du profil, et qui mettent des profils plus fins pour diminuer le prix, parce que l'acier a aussi une influence importante. Ici, on a de nouveau réfléchi à ce que ça soit en ligne, et à ce que les personnes n'aient pas à prendre les pièces dans leurs mains. Et donc, les pièces coupées transitent sur le tapis. Ils mettent les renforts sans y bouger. Ils vont dans le deuxième centre d'usinage qui est là-bas derrière. Le deuxième centre d'usinage visse les renforts et fait des usinages complémentaires. En fait, les deux machines sont reliées entre elles et en fonction du travail de l'une et de l'autre, elles se répartissent certaines opérations. Ça, c'est une soudeuse 4 têtes, donc ces 4 soudeuses vont s'écarter et se mettre à dimension automatiquement par rapport à la fenêtre qu'il a soudée. Et puis, il y a des plaques chauffantes de 250 degrés qui montent. Ça, c'est la plaque qui descend. Donc, la plaque descend ici. Les profils sont comme ça, contre la plaque. Une fois que les profils sont fondus, la plaque remonte et la machine assemble les deux angles. Les profils sont coupés un peu plus longs parce qu'il y a une perte à la soudure? Ouais, tout à fait. Okay. 5 mm. Quand le châssis va venir contre la plaque chauffante, forcément la matière fond. Quand la plaque sortir, elle va enlever un peu de matière. Mais non, c'est vraiment... Non, il y a un téflon. C'est comme la poêle anti-adhésive. C'est ça. Il y a un téflon qui empêche... Là, c'est le cuistot qui parle. Là, c'est le cuistot qui parle. Quand on enlève l'excédent de soudure, comme je l'ai expliqué, il y a 3 couleurs de corps, blanc, gris, brun. Mais le rhénolite, ça peut être un corps blanc et un rhénolite gris. Forcément, il y a une soudure qui a été enlevée, il y a une trace blanche, et donc ce sont des acryliques fournis par le gamiste, de façon à faire la retouche pour cacher cette... Avec du gupa. Ici, les dormants arrivent. Alors là-bas, on pose, j'ai oublié de le dire, mais là-bas, on pose la quincaillerie dans l'ouvrant. Et puis, elle est vissée en automatique par la machine qui est là-bas. Les cadres ouvrants reviennent là. Et alors, l'opérateur, il a un PC. Le PC, quand il scanne le dormant, le PC lui dit, voilà, l'ouvrant est dans tel casier. Il va chercher son casier. Et lui, alors, il repositionne l'ouvrant dans le dormant. Il fait ce qu'on appelle la mise en bois. Donc, nos pièces de quincaillerie sont laquées. Sont laquées soit en blanc, soit en brun ou soit en alu. Vous avez vu, c'est automatisé. Donc, en fait, dans la particularité qu'on a ici, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir des menuisiers. Ici, on a quelqu'un de motivé, on va le former et ça va aller. Dans cette zone-ci, là, c'est un peu plus particulier. Donc ici, c'est le montage des coulissants. Et alors, tout ce qui est un peu spécial. Donc, des faux cintrages sur le PVC et autres. Et notamment, là-bas, on voit, il y a une petite commande numérique où là, en fait, on fait les découpes des faux cintrages. Donc, ils ont aussi leur petite machine ici. Donc, arrivé à la fin de cette vidéo, je tenais déjà à vous remercier pour la visite de votre entreprise. Je pense qu'on a appris pas mal de choses. Je vais juste demander, à Philippe, Julien, ouais, c'est ton frère, ça. Et Renaud, ce qu'ils ont pensé de cette visite. Et puis, on vous libérera puisque on a passé toute la matinée avec vous et ce fut vraiment un plaisir. Encore merci. Merci à vous aussi de votre visite. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir montrer qu'on fabrique encore de bons châssis bien fabriqués chez nous en Belgique. Tout à fait. Et c'est toujours l'objectif de mes vidéos, c'est justement de faire découvrir des entreprises belges. Voilà. Merci. Philippe, qu'as-tu pensé de cette visite et puis ton ressenti? Évidemment, il y a la numérisation qui est omniprésente, ça c'est clair. À l'heure actuelle, c'est inévitable pour pouvoir souci de comptabilité. Mais malgré tout, quand même, ce qui est impressionnant, je trouve, c'est les stocks de bois, principalement, enfin, et profilés PVC aussi.
Et puis la diversité aussi dans la fabrication, on voit qu'il y a plusieurs choses, il n'y a pas que du châssis basique mis en œuvre, il y a vraiment toutes dimensions, hors dimension. Le coulissant de 8 mètres. Oui, c'est ça, vraiment, je pensais qu'on serait plus, quand on parle d'une industrialisation de châssis, je pensais qu'on serait plus dans vraiment des gabarits standards, les uns derrière les autres. Ici, non, vraiment de... Oui, il y a du sur-mesure, de la réalisation adaptée aux besoins du client, etc. Laurent. Moi, ce que je trouvais très intéressant, c'est en effet la grande différence qu'on a entre l'aspect très numérique, où finalement, ben, oui, les clients un petit peu, maintenant ils ont Amazon en tête, ils veulent savoir où est-ce qu'on en est, combien de temps, donc il faut automatiser beaucoup de choses et quelque part rendre accès aux clients le processus, savoir comment ça se passe. Et puis d'un autre côté, on voit toutes les étapes un peu manuelles, malgré tout, et ça reste, il n'y a rien à faire. Le ponçage, il faut aussi que les gars passent des heures à poncer, et quelque part, là, on a quelque chose de très moderne, et puis en même temps, ça reste un métier où quand on rentre dans la partie production, ben, là, ça sent le bois, et on se dit tous, wow, c'est pour ça qu'on vibre. Tout à fait. Laurent. Je crois qu'il m'a fait couper des idées, parce que moi j'étais aussi étonné de cette partie vraiment automatisée pour tout ce qui était découpe et bois, et après derrière toute la partie ponçage qui restait encore le travail fait main sur des tables d'aspiration, sur l'assemblage des parts closes, et tout ça, les croisillons, tout ça c'était vraiment des opérations qui sont faites manuelles et que je croyais que c'était vraiment automatisé, surtout moi qui suis dans un monde plutôt automatisé de par ma profession, donc moi j'étais vraiment étonné de ça. Tant mieux. Oui, la diversification des possibilités offertes, aussi la déconstruction de certaines idées qu'on a évoquées par rapport au alu, bois, PVC, en termes de grandeur, en termes de couleur, en termes de finition, etc. Non, et puis toutes les process de fabrication, c'est assez impressionnant et très intéressant. Super. Renaud. Oui, moi ce qui m'a le plus impressionné, c'est aussi la précision des machines pour les différents profilés bois. L'emboîtement qui se fait parfaitement, le nombre d'opérations qui sont finalement nécessaires et qui s'enchaînent toutes les unes après les autres. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Non, franchement c'est une belle visite. Merci beaucoup. Tant mieux si ça vous a plu. Ouais, merci. Monsieur Moïmon, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Moi je trouve ça super intéressant que les gens puissent venir visiter ici, que ce soit des professionnels de la menuiserie ou même tout un chacun, parce que comme ils le disent eux-mêmes, beaucoup de gens ne s'imaginent pas les opérations qu'il y a derrière. On se dit, oui, c'est industriel, ok, mais voilà, le bois, ça reste quand même toujours du manuel. Et donc, l'humain reste encore le primordial dans le bois. Et je dis toujours, si on n'a pas nos ouvriers derrière qui font du beau travail. Moi, quand vous avez filmé une fenêtre qui était occupée de se faire un peu spéciale, mais quand je vois sortir de ça, j'ai non seulement une fierté de mon entreprise, mais aussi de mon personnel, de la personne qui a réalisé ça. Le savoir-faire manuel. Oui, voilà, le gars, je dis chapeau, quoi. Grâce à lui, c'est l'image des marques qui est mise en avant, quoi, par son savoir-faire. Tout à fait. Voilà. Ok, parfait. Un grand merci. Merci. Avec plaisir. Et bien voilà, donc c'en est fini. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!